Eh bien, bonsoir. Donc, le sujet de ce soir, c'est la biotypologie. J'ai mis cette citation de Saint-Exupéry car, effectivement, grâce à la biotypologie, on peut comprendre en partie en quoi on est différents les uns des autres et avec cette philosophie que la différence, l'altérité nous enrichit, elle ne nous opprime pas du tout, bien au contraire. Alors, on va parler de biotypologie. Je n'arrive pas à passer à l'écran suivant. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Donc, nous allons parler de biotypologie. Et la biotypologie, c'est une méthode d'évaluation de la part innée de votre personnalité, c'est-à-dire à la fois des prédispositions naturelles et les aspirations innées, décryptées en fonction des caractéristiques génétiques des mains et également des empreintes digitales. Nous en parlerons à la fin de la présentation. Alors, le mot biotypologie est dans le dictionnaire. J'ai été obligé de le déposer pour me protéger, mais en tout cas, littéralement, ça signifie classification sur des critères biologiques. Alors, on va commencer par un petit exercice tout simple, très concret. Comment entrecroisez-vous vos doigts? Alors, je ne vous demande pas de vous tourner les pouces, mais simplement d'entrecroiser vos doigts et de voir si vous correspondez à l'image index gauche sur droit ou à l'image index droit sur gauche. Donc, il y a bien deux manières d'entrecroiser les doigts et ces deux manières ne sont absolument pas liées au fait d'être droitier ou gaucher, en aucune manière, mais mes constats depuis 40 ans m'amènent à dire que 66% des hommes sont index droit sur gauche et 66% des femmes sont index gauche sur droit, ce qui veut dire que 33% des hommes croisent quand même comme 2 tiers des femmes et réciproquement. Alors, en quoi c'est intéressant? Eh bien, on s'aperçoit que les personnes qui sont index gauche sur droit vont être bien plus portées statistiquement à être visuelles, affectives, intuitives. Leur manière de recueillir l'information sera plutôt d'agir pour découvrir et comprendre, avec l'avantage ou l'inconvénient, selon le point de vue d'où on se place, que cette manière de comprendre peut générer de la subjectivité, puisque c'est l'expérience personnelle qui nous amène à comprendre et découvrir. Le grand avantage, c'est que du coup, on n'a pas besoin de lever le doute pour avancer, il suffit d'avancer pour lever le doute. En revanche, à l'inverse, les personnes qui vont être plutôt index droit sur gauche, comme moi par exemple, vont être statistiquement plus portées à faire confiance à la logique, vont être plutôt séquentielles et non pas globales, vont moins faire confiance à leur intuition, quitte même d'ailleurs à prétendre de ne pas en avoir, et vont préférer recueillir l'information non subjectivée par l'action, donc vont préférer comprendre avant d'agir, et donc vont avoir probablement plus d'objectivité que celle liée à l'expérience, mais vont avoir l'inconvénient de laisser passer des opportunités par excès de doute ou de prudence. Donc, tant que le doute n'est pas levé, les personnes qui croisent plutôt à droite ont du mal à avancer. Alors, les observations que j'ai pu faire à partir de photos montrent que par exemple, les scientifiques, comme Pasteur, parfois sont plutôt des scientifiques qui croisent à gauche. Et effectivement, Pasteur a inventé le vaccin contre la rage en expérimentant, alors que Einstein, qui lui était plutôt index droit sur gauche, lui a conçu une théorie qui n'était pas issue de l'expérimentation, puisque techniquement, matériellement, sa théorie n'était vérifiable que 20 ans plus tard. Donc, on peut voir que les processus créatifs et de conception peuvent être
distingués par le fait de croiser les doigts à gauche et à droite. Et si on s'intéresse par exemple aux personnes politiques, notre président actuel, Emmanuel Macron, est index gauche sur droit. D'ailleurs, il n'est pas le seul, puisque sur 8 présidents de la Ve République, de Gaulle à Macron, tous croisent index gauche sur droit, sauf un, Pompidou, qui lui est donc le seul index droit sur gauche. Et si on s'intéresse au président américain, eh bien, on voit que de Roosevelt à Biden, ils sont majoritairement index gauche sur droit comme les présidents français, sauf Carter, Nixon et Kennedy. On peut donc en conclure que, effectivement, si on est un homme politique, entrecroiser les doigts comme la majorité des femmes est un atout pour prendre le pouvoir. Je ne porte pas de jugement sur le fait que ce soit un atout pour bien gouverner, là c'est un jugement de valeur, mais c'est en tout cas statistiquement un constat simple. 90% des hommes qui dirigent le monde croisent comme la majorité des femmes, et l'inverse est également vrai, 90% des femmes qui dirigent le monde croisent comme la majorité des hommes. Et petite parenthèse, sur la complémentarité dans le couple, eh bien, on s'aperçoit que les hommes qui croisent comme des femmes, comme la majorité des femmes, épousent des femmes qui croisent comme la majorité des hommes. C'est le cas de Brigitte Macron, c'est le cas de Madame Clinton, Hillary Clinton, c'est également le cas de Madame Obama et c'est également le cas de bon nombre d'épouses de présidents, que ce soit Bernadette Chirac, que ce soit Daniel Mitterrand ou d'autres. Alors, c'est le moment, effectivement, de jouer et j'arrête le partage. Merci Jean pour cette première partie. Alors, je vous rappelle que le Kahoot, vous en avez l'habitude maintenant, commence par un flashage de QR code. Donc, allez-y, flashez le QR code. Si ce n'est pas fait, je vous l'ai mis également et on va démarrer tout de suite dans les 10 secondes qui viennent. Voilà, c'est fait, j'espère. Vous avez également ce QR code dans le chat. Alors, on n'a qu'une seule personne dans la salle de jeu. Ça, c'est pas très normal. Je présume que tout le monde a été happé par les propos de Jean et vous avez certainement oublié de flasher le QR code. Allez, 10 secondes de plus. Entrez vite dans la salle, on ne perd pas de temps. On démarre, vous le savez maintenant. Sinon, vous pouvez toujours jouer dans le chat, mais il y a pas mal de questions que vous a préparées Jean ce soir, donc ça pourrait être très sympathique pour vous de le faire sur votre téléphone. C'est bon? Voilà, ça y est, ça arrive. Véro. Allez. On met le QR code une dernière fois et on y va. On ne perd pas de temps là-dessus. Vous l'avez de toute façon dans le chat. C'est parti, à vos téléphones. Vous pourrez toujours rejoindre de toute façon le jeu en cours de route. J'active le son et on y va. Allez, 3, 2, 1. C'est parti, quiz. L'entrecroisement des doigts index droit sur gauche ou index gauche sur droit est en lien avec le fait d'être droitier ou gaucher, d'être un homme ou une femme, d'être âgé de plus de 50 ans ou pas, d'être né dans l'hémisphère sud ou nord. 10 secondes. Et vite. Terminé d'être un homme ou une femme. Excellente réponse des deux joueurs actuels, donc Véro et Damien. On enchaîne tout de suite sur la deuxième question préparée par Jean. Un nouveau quiz. Les personnes index gauche sur droit sont statistiquement portées à agir pour comprendre, comprendre pour agir, comprendre sans agir, ne pas comprendre et ne pas agir. On a un troisième joueur qui est entré en jeu. Il fallait en effet répondre, agir pour comprendre. 2 joueurs sur 3 ont répondu correctement.
ce qui nous donne les scores suivant la Damia devant Véro et Jean-Marc. Et je vais ainsi pouvoir rendre la main à Jean pour la suite de sa conférence. À toi, Jean. Parfait. Alors, hop, est-ce que j'arrive à passer? Voilà. Alors maintenant, la question qui se pose, et qui est donc une question importante que vous êtes en droit de vous poser, c'est pourquoi la main révèle la personnalité innée? Quel est le lien entre l'un et l'autre? Alors, tout ça est une question de logique. Dans le génotype transmis par vos parents, donc issu de l'hérédité, ce génotype est porteur de deux phénotypes. Le phénotype, c'est ce qui est exprimé, le génotype, c'est ce qui est reçu. Et donc, il y a un phénotype physique qui sont vos mains. Et puis, il y a un phénotype psychologique qui est votre tempérament, donc la part innée de votre personnalité. Et donc, les deux sont issus de la même source. Il n'y a pas donc d'influence des mains sur le tempérament ou du tempérament sur les mains. Il y a simplement cohérence et corrélation. Voilà, donc l'explication est toute simple. Et nous repartons jouer. Hop, c'est parti. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà, il est arrivé. Donc tout de suite, on enchaîne. Allez, go à vos téléphones. On repart jouer sur un nouveau quiz. Si les mains se modifient, cela contrarie le tempérament. Le tempérament est impacté. Le tempérament reste identique. Le tempérament se modifie. Un nouveau joueur qui entrait dans la salle et nous avons donc, j'ai oublié de vous dire que la bonne réponse était que le tempérament reste identique, bien évidemment. Deux joueurs ont répondu correctement. Jean-Marc a repris la tête devant Damia. Bravo à vous trois, Jean-Marc, Damia et Véro. Je vous rappelle que vous jouez également pour des points, hein, des Itaou. On continue avec un deuxième, donc là c'est un vrai-faux. Le génotype est issu du phénotype. Vrai ou faux? Bien joué, il fallait répondre faux. Alors, je pense que tu vas peut-être revenir d'ailleurs là-dessus pour plus d'explications justement sur le génotype et le phénotype. Tout de suite, Jean, mais avant, j'affiche les scores et on a Damien, vous jouez au yo-yo, hein, Damien et Jean-Marc. Et je vais maintenant, au passage, félicitations Jean-Marc, 3 bonnes réponses d'affilée, il est très attentif à ta conférence. Jean, donc bravo à toi Jean-Marc. Je te redonne la main, Jean, pour la suite. Parfait. Alors, effectivement, c'est le génotype qui génère le phénotype et non pas l'inverse. Nous continuons. Et hop. Maintenant, on a compris pourquoi il y a un lien entre les mains et le comportement inné. Voyons précisément ce que la biotypologie révèle dans la personnalité. Et donc, je vous le rappelle, c'est une évaluation des prédispositions naturelles et en même temps des aspirations innées, donc à la fois des capacités et des motivations, qui sont donc celles du tempérament. Alors, la question qu'on se pose, c'est quelle est la différence entre tempérament et caractère? Parce que, effectivement, ce sont des mots qu'on utilise souvent de manière comme des synonymes. Donc, la biotypologie identifie uniquement le tempérament et en aucun cas le caractère. Donc, voyons quelles sont ces différences. Elles sont phénoménales et vraiment capitales. Le tempérament, et ça n'est pas un pléonasme, est à la fois inné et génétique, et à l'inverse, le caractère est acquis et non génétique. Donc, pourquoi je dis que ça n'est pas un pléonasme? Parce que, on va le voir, tout ce qui est inné n'est pas forcément génétique. Et du coup, on comprend que la conscience, elle, est innée et non génétique, et que finalement, on a deux innés, un inné génétique définitif, le tempérament, et un inné non génétique évolutif, la conscience.
et que finalement, c'est une relation à trois entre le tempérament, le caractère et la conscience. Et j'ai pris deux métaphores, deux images pour expliquer cette relation à trois. Lorsque vous montez dans un taxi, la voiture du taxi, c'est le tempérament. Et le client, c'est la conscience. Et le client du taxi, il sait où il va. Il sait où il veut aller. Mais il est tributaire des capacités du chauffeur à le mener où il doit aller. Et le chauffeur lui-même est tributaire des capacités de la voiture pour mener à bon port le client du taxi. Eh bien, il en est de même pour la conscience. La conscience a un objectif, mais il lui faut acquérir des habiletés, des aptitudes acquises, qui sont acquises justement par l'éducation, par l'expérience, pour optimiser le potentiel inné qui est le tempérament. Donc, on pourrait dire le tempérament, c'est « je peux », la conscience, c'est « je veux », et le caractère, c'est « j'ai l'habitude de ». Et je prendrai une deuxième métaphore qui est celle de la musique pour ceux qui sont musiciens. On pourrait dire que finalement, votre tempérament, c'est un instrument de musique et vous n'avez pas choisi votre instrument. Vous êtes une flûte, vous êtes une trompette, vous êtes un violon, vous êtes un piano. Ce sont les gènes qui ont choisi quel instrument vous êtes. Mais vous gardez la liberté de choisir le type de musique que vous allez jouer. Et ça peut être du jazz, ça peut être du classique, ça peut être du baroque. Et donc, ce n'est pas parce que vous disposez d'un instrument de musique que vous savez en jouer. Et donc, il faut que l'instrumentiste, qui est le caractère, apprenne à utiliser le tempérament qui est l'instrument. Et il faut également que le caractère tienne compte du chef d'orchestre, qui est donc la conscience, qui doit harmoniser tout cela et garder la maîtrise de l'ensemble. Donc, ici, on passe maintenant à de nouveau au quiz. Je redonne la main. Est-ce que vous voyez mon écran là? Pas du tout. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Alors, on va arrêter le partage. Là, vous le voyez? Oui. Oui, Ah, voilà. absolument. Très bien, impeccable. Allez, j'enchaîne. Donc, à vos téléphones, on est parti. On va voir si vous avez bien suivi ce que vous a dit Jean à l'instant. On part sur un quiz. Le tempérament est au caractère, que le client du taxi est au chauffeur, que le chauffeur est à la voiture, que la voiture est au chauffeur, que le chauffeur est au client du taxi. J'espère que vous ne vous êtes pas perdu dans les phrases. Alors, oui, il fallait répondre ce que la voiture est au chauffeur. On a quand même 2 bonnes réponses sur 3 joueurs actifs. Et on a Damien qui reste devant Jean-Marc pour l'instant. Aucun changement. On enchaîne tout de suite avec la deuxième question de cette micro-série. Un quiz. L'inné non génétique, c'est le caractère, la conscience, le tempérament, la personnalité. Je vous ai remis le slide de Jean. Ça ne vous a pas aidé plus que ça, puisqu'il fallait répondre la conscience. Il n'y a qu'une seule bonne réponse sur 4. Allez, on regarde très vite le tableau. On a Shaina qui a joué. Très bien, Nicole. Et ça reste inchangé. Je rends tout de suite, pour la suite de la conférence, la main à Jean. Alors, continuons. Je pourrais même rajouter que les jumeaux sont une bonne illustration de cette différence entre l'inné non génétique et l'inné génétique, parce que les jumeaux monozygotes ont un inné génétique commun et un inné non génétique différencié. Ils ont 2 consciences qui n'ont rien à voir avec leurs gènes et ils sont à la fois le clone l'un de l'autre. Donc, les jumeaux apportent une illustration de ce que je viens de vous dire également. Alors, passons à la suite. J'essaie de continuer. Voilà. Alors, maintenant, on a vu pourquoi il y a un lien entre les mains et le tempérament. Eh bien, on va voir quelle est la limite du diagnostic dans la biotypologie. Donc, en aucun cas, on ne peut identifier dans les mains
le niveau d'intelligence. Mais en revanche, on peut quand même identifier la forme d'intelligence innée par nature. Vous pouvez être plutôt analytique ou synthétique. Par nature, vous pouvez être plutôt logique ou créatif, ou les deux. Mais en aucun cas, on ne pourra savoir si votre QI est de 150 ou seulement de 50. On ne peut pas identifier non plus l'intégrité et l'honnêteté, et c'est une bonne nouvelle parce que si l'intégrité et l'honnêteté étaient génétiques, ben, il suffirait de mettre les bébés en prison dès la naissance. Donc, ça laisse quand même aux parents le rôle important d'apporter des valeurs à leurs enfants. On ne peut pas non plus voir l'équilibre psychologique. Il n'y a pas de main équilibrée ou de main déséquilibrée. Lorsqu'on me pose la question, est-ce que j'ai de bonnes mains? Je réponds, ce n'est pas une bonne question. L'équilibre psychologique relève plutôt de la conscience que du tempérament. Et on ne peut pas identifier non plus la bienveillance, qui relève aussi de l'éducation et du vécu et du libre arbitre. Et je pourrais dire sous forme de boutade que Mère Teresa et Hitler ont les mêmes mains, mais ils n'en ont pas fait les mêmes choses. Alors, maintenant, je te rends la main. Allons-y, allons-y. Vous voyez mon écran normalement, voilà, qui s'affiche. On revient sur le tableau des scores et on enchaîne à vos téléphones tout de suite avec un vrai ou faux. La biotypologie peut évaluer l'honnêteté d'une personne. Vrai ou faux? Trois personnes ont répondu. Pas d'autres joueurs. Alors, on y va. Un quatrième joueur qui bloque. Je rappelle que quand vous êtes quatre à jouer, il faut que tout le monde joue pour bloquer la question. Et nous avons donc 4 bonnes réponses. Le tableau des scores s'affiche devant vous. On enchaîne tout de suite avec la question suivante. Un nouveau quiz. La biotypologie peut identifier le type d'intelligence innée, le QI inné d'une personne, les deux à la fois, ni l'un ni l'autre. Le type d'intelligence innée, 2 bonnes réponses, 2 mauvaises réponses. On regarde donc tout de suite le tableau des scores qui a évolué avec toujours une confortable avance pour Damia. Et je te rends, Jean, la main pour la suite de la conf. Eh bien, parfait. Maintenant que nous avons vu les limites de la biotypologie, attachons-nous à comprendre quels sont ses avantages. D'abord, que le diagnostic est indépendant de la culture et de l'ethnie. Donc, la même compétence naturelle, les mêmes aptitudes naturelles vont pouvoir être identifiées, quelle que soit la culture et l'ethnie. Donc, ça donne une philosophie humaniste qui participe à évincer des esprits le racisme et l'intolérance. C'est un langage simple, concret, universel et logique de compréhension des comportements de soi-même et du comportement des autres, évidemment. C'est également indépendant du sexe. Donc, à tempérament égal, les hommes et les femmes ont d'égales aptitudes naturelles. On aimerait bien que l'un et l'autre aient également les mêmes salaires, mais bon, ça, c'est encore un combat. Et puis, c'est indépendant de l'âge. Donc, vous l'avez compris, le diagnostic est définitif, que l'on ait 5 ans, 30 ans, 80 ans. L'analyse est complètement intemporelle. Il est donc nécessaire de comprendre cependant qu'il faut apprendre à se servir de son tempérament. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec la musique, ce n'est pas parce que vous avez un violon que vous savez vous en servir. Il faut faire de l'apprentissage pour en exprimer le potentiel musical. C'est pareil pour le tempérament. Alors, de tout ça découle une idée reçue. On pourrait penser en toute logique que plus on a d'expérience, plus cette expérience conditionne nos actes et nos choix. Eh bien, c'est l'inverse. En prenant de l'âge, le tempérament s'affirme et l'inné finit par dominer l'acquis. Et donc, quand les personnes me disent quel poids vous donnez à l'inné, quel poids vous donnez à l'acquis, ben, je donne une réponse de Normand. Je dis ça dépend.
Et on me dit, ça dépend de quoi? Ben, ça dépend de l'âge, justement. Et donc, le poids de l'expérience est inversement proportionnel à l'âge. On pourrait presque dire que votre âge, c'est votre pourcentage d'inné. Vous avez 5 ans, vous avez 5% d'inné. Vous avez 20 ans, 20% d'inné. 50 ans, 50%. 100 ans, 100%. Donc, en résumé, à 20 ans, on est sa culture, du verbe être. À 50 ans, on est sa nature. Donc, tout ce que vous faites après 50 ans doit être en accord avec votre nature, parce que sinon, elle vous le rappelle violemment. Alors, vous n'êtes pas obligé d'attendre 50 ans pour être en accord avec votre nature. Si vous l'êtes dès le début, ce sera toujours ça de gagner. Et je rejoins une étude assez ancienne, hein, qui a plus de 40 ans, qui a même 40 ans, de deux Américains, Maccoby et Martin, qui ont comparé énormément d'études, à la fois sur la sociabilisation et les études génétiques du comportement, et leur conclusion est sans appel: l'environnement parental, éducation, entente entre les parents, conditions matérielles, a très peu d'effet sur la personnalité de l'adulte. Et quand bien même cet environnement parental aurait un effet, il est très différent d'un enfant à l'autre, dans une même famille, sur ce que l'enfant sera quand il sera adulte. Et je suis bien placé pour le savoir puisque j'ai 6 enfants. Donc, j'ai pu expérimenter effectivement que quand on donne à peu près les mêmes valeurs à tous ces enfants, eh bien, ils n'en font pas le même usage. Je te rends la main. Allons-y, allons-y. C'est bon, c'est bon. Voilà, vous voyez mon écran. Donc, on enchaîne tout de suite sur la question qui est un quiz. Le diagnostic biotypologique est indépendant du sexe, de l'âge, de l'ethnie, de la culture, de la formation ou de tout cela à la fois. De tout cela à la fois. Bravo au joueur ou à la joueuse qui a bien répondu. On va regarder ça tout de suite. Il s'agit de Damia qui est en feu. Damia a fait le plus gros combo avec 3 bonnes réponses d'affilée. Bravo Damia, tu suis très très bien la conférence de Jean. On continue avec le quiz suivant. Le 10e sur 14, le poids de l'inné génétique est proportionnel à l'âge, est inversement proportionnel à l'âge, est le même toute la vie ou est insignifiant. Une bonne réponse de nouveau est proportionnelle à l'âge. On affiche tout de suite le tableau des scores et on a Nicole qui remonte bien, Nicole, de participer également, et je rends tout de suite la main à Jean pour la suite. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu les limites, les avantages, voyons ce que vous devez regarder dans vos propres mains pour le diagnostic biotypologique. En tout cas, voilà ce que je fais moi. Eh bien, d'abord, il y a des critères tactiles. J'en ai distingué 4, il y en a un peu plus, mais j'en ai distingué 4, qui sont donc d'une part la chaleur et la moiteur des mains, ensuite l'épaisseur de la peau dans la paume, je précise bien, et non pas au-dessus, et la douceur de la peau toujours dans la paume. Ensuite, il y a également 4 critères visuels simples parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus complexes. Donc, la largeur et la forme de la paume, la longueur des doigts, la forme des ongles, et également les lignes par 2 critères, leur nombre et leur profondeur. Donc, vous voyez déjà qu'il faut être attentif à la fois aux critères tactiles et aux critères visuels. Et à cela, on rajoute des critères visuels spécifiques que sont les empreintes digitales. Je vais en parler un peu plus loin. On peut les appeler les digitaloglyphes pour les distinguer des palmoglyphes qui sont les empreintes palmaires, c'est-à-dire les dessins de la peau dans la paume indépendamment des lignes. Ça n'a rien à voir avec les lignes. On l'a vu en début de conférence, les critères complémentaires sont l'entrecroisement des doigts. Ils sont donc à relativiser par rapport à tous les autres critères que je vous ai indiqués. Et puis, j'en ai pas encore parlé, mais c'est l'indice 2D4D qui est la comparaison entre l'index et l'annulaire pour voir lequel des deux
et le plus long, donc 2D, ça veut dire doigt numéro 2, 4D, doigt numéro 4. Donc, l'atelier de biotypologie que je vais proposer dans une semaine vous permettra de faire l'auto-évaluation de votre tempérament selon ces 8 critères que je vous ai indiqués. Et tout cela est basé sur les 4 tempéraments d'Hippocrate dans votre personnalité. Et c'est une typologie qui a 25 siècles, qui a donc été élaborée, comme son nom l'indique, par Hippocrate, et qui est une classification à la fois psycho et médicale. Alors, je laisse de côté le côté médical parce que ce n'est pas mon domaine. Et elle est toujours opérationnelle, même si elle a été créée il y a 25 siècles. Donc, ce que vous allez faire avec moi, si vous êtes toujours là dans une semaine, vous prendrez un tableau que je pourrais d'ailleurs vous envoyer si vous donnez vos mails aux organisateurs. On pourra vous envoyer le tableau à l'avance, sinon il vous suffira de le recopier avec 4 colonnes ABCD, 8 critères, chaleur, moiteur, épaisseur, douceur, paume, doigt, ongles et lignes. Et je vous indiquerai quels sont les points que vous devez mettre dans chaque colonne ABCD selon qu'on parle de chaleur, de moiteur, d'épaisseur. Donc, vous ferez vous-même l'auto-évaluation de votre tempérament. Ça vous démontrera 2 choses. D'abord que cette approche est extrêmement logique et par ailleurs, c'est une science parce que ça ne dépend pas de mon talent, ça dépend juste de la rigueur avec laquelle vous mettrez des points dans les colonnes et on pourra à ce moment-là identifier quelle est la part des 4 tempéraments d'Hippocrate dans votre personnalité. Alors, je les ai renommés pour ceux qui connaissent les tempéraments. Ils doivent ne pas reconnaître les mots. En fait, les mots originels sont bilieux, nerveux, sanguin, lymphatique. Et parce que j'interviens beaucoup dans l'entreprise, je les ai renommés organisateurs, théoriciens, passionnés et sédentaires, mais ce sont les mêmes 4 tempéraments. Et donc, vous pourrez savoir à ce moment-là quelle est la part de mentalité d'adulte et non pas de maturité d'adulte, c'est-à-dire d'organisateur, est présente dans votre personnalité innée, quelle est la part d'adolescent, de théoricien, quelle est la part d'enfant avec son côté découvreur, comme le passionné, ou quelle est la part de sédentaire, c'est-à-dire de besoin de sécurité comme le nouveau-né. Donc, le diagnostic, l'autodiagnostic que vous pourrez faire avec moi aboutira à calculer quasiment précisément la part de chaque tempérament dans votre profil tempéramental. Et donc, on abordera le type d'autonomie qui vous caractérise, le type d'intelligence qui vous caractérise, quel est votre style relationnel, quelles sont les orientations professionnelles qui en découlent. Et maintenant, je repasse la main pour la suite. On y va, l'écran est de nouveau partagé. Question suivante à vos téléphones. J'appuie sur le bouton. Un nouveau quiz. Le diagnostic biotypologique tient compte des caractéristiques tactiles uniquement, visuelles uniquement. Les deux en même temps, visuel avant 20 ans et tactile après 20 ans. Terminé, vous avez tous bien répondu, les deux en même temps. Bravo. On regarde tout de suite le tableau des scores qui n'évolue que peu. Damia est toujours en tête. Et j'enchaîne tout de suite avec le quiz suivant. La typologie des tempéraments d'Hippocrate est une classification en 3 tempéraments, 4 tempéraments, 5 ou 9 tempéraments. Oui, 3 sur 4 ont répondu 4 tempéraments, la bonne réponse. Et on regarde tout de suite, sans perdre un instant, le tableau qui laisse Damia seul en tête. Et je rends tout de suite la main à Jean pour la suite de la conférence. Voilà, donc une fois que vous avez fait le premier étage de la fusée qui est d'établir le pourcentage des 4 tempéraments dans votre personnalité,
vous pouvez affiner ce diagnostic en observant vos empreintes digitales. Et l'empreinte digitale les empreintes sont certes uniques, tout le monde le sait, il n'y a pas deux empreintes identiques, mais néanmoins, il existe des empreintes dont le dessin est similaire, et donc cela nous permet de les classer en 5 catégories de dessins. Donc vous voyez que les empreintes digitales ont cette caractéristique particulière qu'elles sont à la fois uniques et classables, ce qui est quand même assez étonnant parce que par définition, tout ce qui est unique n'est pas classable et tout ce qui est classable n'est pas unique, mais l'empreinte réussit ce challenge absolument extraordinaire d'être à la fois unique et classable. Et je vous montre les types d'empreintes de la plus courante à la plus rare. Et donc, je précise qu'il vous faudra observer non pas un doigt, mais vos 10 doigts pour voir si vous avez un seul type d'empreinte ou plusieurs types d'empreintes, que les empreintes de la main gauche ne donnent pas la même signification et la même interprétation que les empreintes de la main droite, et qu'en plus, plus une empreinte est rare, plus son poids relatif dans l'interprétation est élevé. Donc, je reprends l'empreinte la plus courante est la boucle, c'est celle que vous voyez à gauche, vous voyez 60%. Donc, vous avez quand même 6 chances sur 10 d'en posséder une. Et vous voyez que la spirale qui est à droite, on descend de 60 à 15%. Donc, vous voyez, c'est déjà une empreinte 4 fois plus rare que la boucle. Je ne vous donne pas l'interprétation aujourd'hui parce que ça nous emmènerait trop loin, mais on verra ça dans une semaine. Et puis, vous voyez ici 2 empreintes dont la rareté est identique, mais l'interprétation est complètement opposée. La double boucle à gauche, c'est à peu près 10% de la population mondiale. L'ellipse à droite, c'est également 10%. Alors, je précise que tous ces chiffres proviennent d'un leader français de la biométrie qui s'appelait Sagem. Alors, il s'appelle toujours Sagem, mais il a vendu son activité biométrie à une autre entreprise. Donc, maintenant, il n'est plus le leader mondial de la biométrie, mais en tout cas, c'est Sagem qui m'a livré ces chiffres. Et puis, l'empreinte la plus rare au monde, si vous possédez cette empreinte-là, remerciez vos parents. Ça vaut tous les héritages. Donc, vous voyez, c'est 5%. Et j'ai mis à côté, vous ne voyez pas d'empreinte, mais c'est une empreinte combinée, c'est-à-dire qu'elle peut combiner 2 ou 3 des empreintes que j'ai présentées précédemment. Donc, vous pouvez avoir une spirale dans une boucle, ou une boucle dans une arche, ou une double boucle dans une spirale. Donc, ça fait à peu près une vingtaine de cas possibles. Donc, vous voyez que les interprétations peuvent être très riches. Et je rends la main. Allons-y, merci Jean. On enchaîne avec les 2 derniers jeux. Hop, à vos téléphones. Pour le quiz suivant, les empreintes digitales sont classables en 3 types de dessins, 4 types de dessins, 5 types de dessins. Impossible, elles sont toutes uniques. Nous avons 2 bonnes réponses sur 3 joueurs actifs, ce qui ne change pas. Damia, parfait, très concentré. Damia, ce soir, avec 3 bonnes réponses d'affilée. Et j'enchaîne sur le dernier jeu, déjà le 14e. Le type d'empreinte le plus rare dans le monde, comme l'a dit Jean, est la boucle, la double boucle, l'ellipse, l'arche, la spirale, la double spirale. Bravo, vous avez bien écouté. 4 bonnes réponses. Il s'agit de l'arche. Et ça nous donne le tableau final de jeu. Nous avons donc à la 3e position Véro. Bravo Véro, tu as gagné des Itao ce soir. Tout comme Jean-Marc et enfin Damien pour la première fois et sur la première marque du podium. Félicitations. Et je vais rendre tout de suite la main, avant de regarder ça, à Jean pour la fin de la conférence. À toi, Jean. Alors,
Donc, pour finir, voilà ce que vous devez retenir sur et de la biotypologie. Premièrement, donc, c'est une méthode d'évaluation du tempérament, c'est-à-dire des aptitudes et des aspirations innées. Le diagnostic est intemporel, le tempérament ne change jamais, je précise bien jamais. C'est l'utilisation que vous en avez qui change, mais ce n'est pas le tempérament lui-même. Et le diagnostic biotypologique est un complément des autres approches, que ce soit, si vous les connaissez, le MBTI, l'analyse transactionnelle, la ProcessCom, même la graphologie. On peut dire d'ailleurs que la main, c'est l'analyse de la main est à l'écriture, ce que la biotypologie est à la graphologie, et que finalement, l'écriture, c'est le sentiment que vous avez au moment où vous écrivez, et la main, c'est quel est votre tempérament indépendamment des émotions que vous vivez. Donc, il y a une bonne complémentarité entre les deux. Par exemple, on ne peut absolument pas analyser dans vos mains si vous êtes de nature optimiste, mais le graphologue pourra voir si votre écriture montre que vous étiez optimiste au moment où vous avez écrit. Donc, la biotypologie permet de relativiser les résultats des autres approches pour identifier dans votre personnalité ce qui est constant ou évolutif. Par exemple, si un autre outil montre que vous êtes impulsif et si le diagnostic biologique montre que vous ne l'êtes pas, ça veut dire que vous l'êtes devenu. Et donc, on peut modifier quelque chose qui est devenu, mais on ne peut pas modifier quelque chose qui est dans votre nature parce que ce serait dommageable à votre équilibre. Alors, retenez simplement cette philosophie. Se connaître, c'est bien. Se comprendre, c'est mieux. Donc, avec la biotypologie, on ne peut pas vous connaître mieux que vous, mais dans certains cas, on peut vous comprendre mieux que vous n'arrivez à vous comprendre. Vous voyez, le progrès, là, est dans un sens très important. Ce n'est pas parce que je sais qui je suis que je comprends comment je fonctionne. Vous l'avez compris, le poids de l'expérience est inversement proportionnel à l'âge, et plus la vie vous donne, plus elle vous demande. Donc, ceux qui ont reçu plus, eh bien, sentiront en eux un besoin d'en faire quelque chose, et s'ils n'en font rien, ils peuvent ressentir une forme de vide de ne pas avoir optimisé ce qu'ils sont. Alors, les domaines d'application de la biotypologie, ben, ce sont des applications professionnelles avec des ateliers de connaissance de soi, la validation de recrutement ou des conférences et des animations. Et puis, pour les particuliers, eh bien, je reçois les parents ou les enfants, ou les deux. Je fais la comparaison de plusieurs profils familiaux, j'étudie la complémentarité dans le couple. Vous savez comme moi que le couple est fondé sur un quiproquo. Les femmes épousent des hommes en espérant les faire changer, les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais. Donc, si on peut comprendre comment est la main de la personne qu'on aime, on sait ce qui non seulement ne changera jamais chez l'autre, mais ne fera que s'accroître. Et donc, on ne risque pas d'être déçu parce qu'un homme ou une femme averti en valent deux, même en couple. Et puis, je fais également des études de transmission des empreintes digitales. C'est une sorte de psychogénéalogie génétique descendante. Et donc, je n'étudie pas de manière ascendante les racines d'une famille, mais j'étudie comment les empreintes se transmettent de génération en génération, en tout cas à partir des membres vivants de la famille. Voilà, donc comme vous l'a annoncé Marcel dans sa vidéo, il y a des avantages pour certains, pour les membres, donc je l'ai annoncé dans la vidéo. Alors ce livre qui est sorti il y a un an, vous pouvez le trouver directement en librairie. Il est notamment chez Cultura, puisque Cultura est la maison mère de Merci les livres, qui est un nouvel éditeur. Figure dans ce livre des analyses de personnalités comme Sonia Mabrouk, Guy Savoy, meilleur chef étoilé du monde, même s'il a perdu une étoile, également Marie-Jo Pérec et d'autres.
Et puis, ce livre-là, qui est paru en 2015, en fait, n'existe qu'en version PDF parce que il est épuisé et donc je l'ai réédité en version PDF pour ceux que ça intéresse. Le thème, c'est séduire et aimer selon les types de mains. J'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, en fait, dans une semaine, l'atelier que je vais animer sera l'illustration de ce qui est dans ce livre, Tout dans les mains, qui est vraiment un manuel d'auto-évaluation qu'on peut utiliser entre amis ou en famille pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Et voilà, je termine avec mes coordonnées et je rends la main.